Eh bien, nous voici de retour maintenant pour cette séquence vidéo, cette capsule consacrée à la RMN, la résonance magnétique nucléaire du proton. Alors, proton en RMN va désigner en fait un atome d'hydrogène, pas un atome de deutérium, par exemple. Les spectres de RMN, spectroscopie RMN, RMN du proton. Il y a donc dans l'appellation RMN, résonance magnétique nucléaire, le mot nucléaire, ce qui signifie en fait que nous allons mettre en jeu ici les propriétés du noyau de l'atome d'hydrogène, en particulier donc du proton, mais bien sûr, il ne s'agit en rien d'une technique qui va impliquer des transformations nucléaires. La RMN, vous voyez, est une technique finalement relativement récente, puisque les premières expériences datent des années 50, nous allons dire. Hein. Et en fait, la RMN a investi plein de domaines différents d'études, d'analyses, sans se limiter donc à la RMN du proton. Il y a plein d'autres RMN du carbone 13, par exemple. C'est une technique qui va nous permettre de détecter les noyaux atomiques et surtout de nous renseigner sur leur environnement. Nous allons donc avoir énormément de renseignements sur l'environnement d'un atome d'hydrogène dans une molécule. Et donc vous voyez que cela signifie que si en infrarouge nous avons détecté les groupements fonctionnels, nous allons encore investiguer davantage les molécules pour en élucider encore mieux la structure. Je vous disais en fait qu'il s'agit d'une méthode spectroscopique, donc en fait basée elle aussi sur à chaque fois ce même fondement, à savoir l'absorption d'un photon permettant le passage d'un niveau d'énergie favorable, donc c'est-à-dire un niveau d'énergie petit, faible, à un niveau d'énergie supérieur. Le noyau auquel nous nous intéressons d'après le programme, c'est ici celui de l'atome d'hydrogène. Il existe donc en fait d'autres types de spectroscopie du RMN, comme je vous l'indiquais. En fait, un noyau atomique va posséder un spin nucléaire comme l'électron possède un spin électronique. Le spin de l'électron vaut plus 1,5 et la projection de ce spin selon la direction d'un champ magnétique B appliqué peut prendre deux valeurs, moins 1,5, plus 1,5. Eh bien, il en va de même exactement pour les spins nucléaires cette fois. Sauf que eh bien, la valeur du nombre de spins, ça n'est pas forcément 1,5 comme pour les électrons, ça peut être 1,5 dans le cas de la RMN du proton ou du carbone 13, mais il peut s'agir aussi de spins valant donc 1, ce qui signifie que dans ce cas-là, eh bien, la projection selon un champ B peut prendre 3 valeurs, moins 1, 0 ou 1. C'est totalement exclu de nos études puisque nous nous intéressons uniquement à la RMN du proton, donc de l'hydrogène. Voilà. Et donc le spin de chacun des noyaux se comporte, voyez, comme un petit aimant avec des orientations complètement quelconques en l'absence de champ magnétique. En appliquant un champ magnétique B orienté comme ceci vers le haut, eh bien, les noyaux vont s'aligner selon ce champ. Quand je dis le noyau, donc c'est le spin de ces noyaux, vont s'aligner tous donc dans le même sens, même direction forcément, mais même sens que ce champ. Et en fait, en apportant de l'énergie, nous allons pouvoir provoquer ici une absorption d'énergie permettant le passage de cet état ici, donc alignement dans le sens du champ, dans un alignement mais en sens opposé. Donc voici le deuxième état de spin possible. Et nous avons donc ici apporté l'énergie delta E, telle que delta E soit égale à la différence 1,5 de gamma B0 fois H bar. H bar désigne donc ce que nous appelons la constante de Planck réduite, H sur 2pi, H bar.
La différence d'énergie, ben, vous voyez, est égale à 1 demi de gamma B0 H bar moins 1 demi de gamma B0 H bar, les 1 demi s'additionnant, nous allons avoir delta E égale gamma B0 H bar. Et donc, l'énergie apportée par ce photon va permettre cette transition. Voici aussi de toute façon la base de la spectroscopie de RMN en absorbant le photon. Le proton n'a que 2 niveaux d'énergie, donc placé dans un champ magnétique, il peut s'aligner soit sur le champ, ce qui correspond donc au niveau d'énergie le plus bas, celui-ci, soit au contraire s'aligner dans la direction opposée, c'est le niveau d'énergie le plus élevé. Ça correspondrait à l'étude d'un noyau dont le spin nucléaire vaut 1. Nous contentons-nous de ceci. Cela signifie qu'il n'y a donc que deux orientations possibles pour le spin ici. Et donc, il va y avoir absorption lorsque delta E égale gamma B0, le champ magnétique appliqué, H bar. Gamma, c'est le rapport gyromagnétique caractéristique des protons. Et bien lorsque ce delta E sera égal à H nu. Alors vous voyez, H nu, H bar, quand vous allez écrire l'égalité des deux, H va se simplifier et en fait, il va y avoir absorption pour une fréquence de la radiation nu telle que nu soit égale à gamma B0 H bar. Cette fréquence à laquelle il y a absorption, résonance, est appelée fréquence de résonance de Larmor, et en fait, elle est d'autant plus élevée, cette fréquence, que le champ magnétique auquel est soumis les protons est élevé. Gamma B0 sur 2pi égale la fréquence de résonance. Vous pourrez faire les calculs de ces fréquences de résonance ou les convertir ensuite en longueur d'onde. Eh bien, vous apercevrez que en fait, ces radiations appartiennent au domaine des ondes radio, des longueurs d'onde de quelques centimètres à quelques mètres. Et voici donc l'allure que nous allons obtenir en traçant un spectre de RMN. Nous allons donc plus en détail revenir sur l'allure du spectre, ce que nous mettons en abscisse et ce qui est reporté en ordonnée. Quelles sont les fréquences de résonance? Eh bien, voici différents spectromètres, alors non pas de masse, mais de RMN, installés dans différents laboratoires. Vous avez donc une idée ici du dispositif, avec des bobines ici supraconductrices qui vont permettre donc d'appliquer des champs très élevés. Okay, vous pouvez faire le calcul, si le champ auquel est soumis l'échantillon, donc les protons, vaut 1,4 Tesla, eh bien la fréquence de résonance sera à 60 MHz, c'est-à-dire 70 puissance 6 Hz, pour une énergie exprimée en joules par mol égale à 0,024 joules par mol. Des appareils de plus en plus performants équipent les laboratoires. Lorsque le champ est voisin de 9,4 Tesla, eh bien l'appareil a une fréquence de résonance de 400 MHz, et des énergies donc permettant la transition entre le niveau d'énergie inférieur et supérieur qui vaut donc 0,16 joules par mol. Vous remarquez ici que il y a quelques rares appareils qui fonctionnent avec un champ extrêmement puissant de 24,49 Tesla. Ce sont des appareils dont la fréquence de résonance est de 1000 MHz et l'énergie correspondant vaut 0,388 joules par mol. Alors aujourd'hui, on ne parle pas par exemple d'appareils qui fonctionnent avec un champ magnétique de 1,4 Tesla, mais plutôt un appareil à 60 MHz. Quand un laboratoire est équipé d'un appareil à 400 MHz, cela signifie qu'en son cœur, l'appareil possède ou crée un champ magnétique de 9,396 Tesla. Voici l'appareil fonctionnant à 1000 MHz. Il faut énormément de couches circulaires successives pour toujours maintenir à une température
extrêmement basse, donc le cœur du dispositif avec la bobine supraconductrice. Donc un refroidissement à l'hélium et puis encore une couronne, une ceinture de diazote liquide avant le contact avec le milieu ambiant. Ici, le technicien est en train de préparer l'introduction d'une sonde contenant l'échantillon au cœur même de l'appareil où règne ce champ magnétique extrêmement fort. Voici en résumé donc finalement le principe de la RMN. Nous allons faire un balayage en fréquence et remarquer à quelle fréquence précisément il y a résonance, delta E, la fréquence de résonance dépendant du champ magnétique donc appliqué. Voici une étudiante de la classe de PC qui est allée au centre commun d'analyse de La Rochelle, effectuer donc des mesures après avoir préparé des échantillons de vanilline. Donc l'introduction se fait ici de l'échantillon dans un tube. Voici les bobines et puis l'endroit où règne donc le champ magnétique intense, l'hélium, et un refroidissement après donc aussi avec le diazote supplémentaire. Nous retiendrons donc que soumis à un champ magnétique de norme B0, un proton va résonner à la fréquence nu égale gamma B0 sur 2pi. C'est la fin de cette introduction. Nous venons simplement donc de remarquer que tous les protons, a priori, absorbent à la même fréquence nu0. Je vous propose de poursuivre l'étude de la RMN dans une capsule à venir. Jamais fini.